En trail, on met souvent l'accent de l'entraînement sur les sorties longues, le dénivelé et les distances, parfois un peu sur le travail des intensités, c'est vrai, mais on néglige souvent un élément clé, et pour moi qui est incontournable, la musculation. Déjà, il y a beaucoup d'imaginaire autour de ce terme musculation, et il se télescope assez souvent avec d'autres termes qui gravitent autour, comme la préparation physique ou le renfort, sans qu'on sache trop ce que chacun définit précisément. Ça sera d'ailleurs un des points qu'on discutera dans cet épisode avec mon invité, de quoi on parle précisément quand on dit musculation ou renfort, mais c'est pas le propos ici. L'an dernier, à peu près à cette période, je vous avais proposé 2 épisodes sur la musculation et le trail, dont un avec JB Morin, où nous avions beaucoup parlé de l'importance du travail en force maximale pour le trail, puisque, à cette époque, différents travaux l'avaient déjà souligné, et une méta-analyse venait de sortir pour encore plus asseoir ses preuves. Mais beaucoup de points n'avaient pas pu être abordés, comme comment et pourquoi tout de même travailler la pliométrie pour le trail, en plus ou à côté de la force max, comment travailler du renfort efficacement sans matériel ou presque, par exemple à la maison, quel est le rôle de la musculation dans la prévention des blessures, même si on en avait un petit peu parlé déjà, ou encore comment adapter ces séances de musculation, de renfort au cours de la saison et à l'approche des compétitions. Pour combler ce manque, j'ai fait appel à un autre expert largement reconnu dans le milieu, Lilian Lacourpaille, chercheur en sciences du sport et spécialiste de la musculation. Avec lui, dans cet épisode, nous répondons à beaucoup de questions laissées en suspens dans les 2 Scientific Day précédents, d'une part pour finir de vous convaincre de l'importance de la musculation en trail, quelle que soit votre distance de prédilection, et pour que vous sachiez précisément quoi faire dans vos séances afin d'optimiser votre temps en vous concentrant sur ce qu'il y a de plus efficace. Car cet épisode ne dira pas le contraire, le renfort, la musculation sont cruciaux, mais resteront toujours une plus petite proportion de vos entraînements que le trail lui-même. Je m'appelle Cyril Forestier, je suis entraîneur de trail et pratiquant, mais surtout docteur en sciences du sport. Vous êtes dans Courir Mieux, le seul podcast de trail qui vous aide à progresser grâce à des conseils fiables basés sur la science. Et je suis ravi de vous présenter ce Scientific Day partie 3 avec Lilian Lacourpaille. Avant de commencer, je remercie Suunto, partenaire de Courir Mieux pour la saison 2 du podcast et qui rend la réalisation de cet épisode possible. Suunto, c'est du matériel de pointe pour vos entraînements et vos aventures outdoor. J'utilise ma montre autant sur les sentiers qu'à la salle, avec par exemple l'affichage tableau des tours, particulièrement adapté en musculation, ou encore le Suunto Plus Gym Timer pour gérer les récup. Et avec Suunto, nous vous proposons cet épisode pour devenir incollable sur la musculation en trail. Salut Lilian, comment ça va ? Salut Cyril, ça va et toi? Ça va, super. Je te remercie beaucoup, encore une fois, cette fois en live, de prendre du temps pour enregistrer avec moi, parce que je crois savoir que t'es MCF, c'est-à-dire que t'as beaucoup de boulot, et dans mes souvenirs, les rares moments que j'ai partagés avec toi au labo, t'étais souvent bien chargé de taf, donc merci beaucoup de trouver un petit moment pour enregistrer. Avant qu'on commence, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs qui peut-être te connaissent pas? Alors déjà Cyril, merci pour l'invitation. Je suis content d'échanger avec toi sur cette thématique. Donc moi je suis enseignant-chercheur à l'UFR STAPS de Nantes Université. Sur la partie recherche, je m'intéresse particulièrement aux coordinations musculaires. Donc avec la manière avec laquelle on va utiliser nos muscles pour réaliser différentes tâches, notamment des tâches de renforcement musculaire. Essayer de savoir comment cette coordination, donc cette distribution des forces entre les muscles, elle peut guider les adaptations ou augmenter le risque de développer certains troubles musculo-squelettiques, type tendinopathie, blessures musculaires, etc. Pour la partie recherche, et puis pour la partie enseignement, formation, je m'intéresse plutôt à l'entraînement contre résistance, la musculation et comment on peut optimiser les variables de l'entraînement contre résistance en fonction des qualités qu'on vise, par exemple la proximité de l'échec, le volume d'entraînement, le nombre de séries, les critères d'exécution, l'amplitude de mouvement, etc. Comment tous ces paramètres-là peuvent guider les adaptations et comment on peut optimiser ces paramètres en fonction du contexte dans lequel on évolue. Et si je dis pas de bêtises, ce que je vais dire, tu interviens également dans des formations qui sont un peu de vulgarisation ou quoi, par exemple avec Anaël Aubry, avec JB Morin que j'ai reçu dans l'épisode, c'est ça? Ouais, dans quelques organismes de formation effectivement qui visent à transférer les connaissances vers on va dire le grand public ou vers certains professionnels du sport, que ce soit des kinés du sport ou bien des préparateurs physiques. Donc ouais, c'est des choses auxquelles je suis sensible. La raison pour laquelle je voulais enregistrer avec toi, c'est parce qu'il y a un an, à la date à laquelle on enregistre, j'avais sorti 2 épisodes, dont un avec JB Morin sur la muscu. Et au final, avec JB, on a quand même passé 45 minutes, 50 minutes à beaucoup parler force max parce qu'il y avait une méta-analyse qui venait de sortir sur le sujet. Donc forcément, on en a parlé beaucoup.
Mais il y a plein de choses qu'on n'a pas pu aborder avec JB, comme comment gérer au cours d'une saison le placement de la muscu versus les entraînements plus qualitatifs pour des coureurs à pied, comment décharger avant une séance, est-ce qu'il y a que la force max qui compte? Et c'est un peu pour ces questions que je voulais échanger avec toi pour faire une partie 3 en fait et redévelopper un peu le rôle de la muscu en trail, dont je suis assez convaincu, les auditeurs le savent, mais je me suis dit que j'allais faire appel à un expert comme toi. Première question, je te propose de rentrer direct dans le sujet. La méta-analyse dont je t'ai parlé, là, de Lanos Lagos en 2024, elle conclut que la force max, c'est le plus intéressant comme type de modalité de travail en musculation pour, d'un point de vue performance. On parlera blessure plus tard. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu partages, cette conclusion? Est-ce que tu veux y apporter des modérations? Qu'est-ce que tu pourrais dire là-dessus déjà pour commencer? Alors moi, je partage cette conclusion. Difficile de pas la partager au vu des évidences scientifiques. En fait, ce qui peut paraître paradoxal, c'est quand on parle souvent d'entraînement, on parle de principe de spécificité. On dit il faut s'entraîner de manière spécifique pour pouvoir finalement bénéficier des adaptations dans l'activité qui nous intéresse. Mais en fait, c'est assez facile de comprendre pourquoi la force max, elle permet d'améliorer la performance dans les sports d'endurance, parce que finalement, la performance, elle est multifactorielle dans les sports d'endurance et dans les sports de manière générale. Et finalement, les profils des sportifs d'endurance est pas trop orienté force max, très souvent. Donc, les gens qui sont profils endurance ont généralement des qualités de force max qui sont assez faibles. Donc, ça sous-entend très souvent que le potentiel d'amélioration est grand. Et donc, comme le potentiel d'amélioration est grand, quand on expose ces pratiquants à des séances de force max, ils vont progresser énormément. Et l'avantage, c'est que les structures nerveuses, musculaires et tendineuses qui sont sollicitées pendant les séances de force max, eh bien, elles sont finalement assez proches de celles qui vont être sollicitées en course à pied. Donc finalement, ça a du sens. En tout cas, c'est assez, entre guillemets, évident qu'il va y avoir un transfert des gains entre des séances de force max et des séances d'endurance. Alors, je dévie directement des questions que j'avais prévu de te poser, je suis désolé. Mais c'est vraiment une réflexion que j'avais par rapport à des questions que j'ai reçues. Et peut-être que ta réponse, en fait, illumine exactement ce que je disais. Peut-être qu'une des raisons pour lesquelles la force max est supérieure à la plio, c'est par exemple la conclusion de Lanos Lagos, c'est parce que, par exemple, si tu travailles en endurance à haute intensité, tu fais du fractionné sur piste, etc., les sollicitations musculaires que tu demandes à tes complexes musculo-tendineux, c'est quand même assez proche de la plio, en fait, quand tu travailles, par exemple, à haute intensité sur piste, imaginons dans un fractionné. Donc, au final, c'est peut-être que la plio, si tu en fais en salle, c'est un peu redondant avec ce que tu peux faire sur le terrain pour de vrai. Alors que, comme tu dis là, la force max, c'est super spécifique et dans un trail ou quoi, tu passes jamais par ces types de contractions. Ça rejoint ce que tu viens de dire. Ouais, carrément. Et en fait, c'est que alors il y a plusieurs mécanismes, il y a plusieurs hypothèses, mais tu augmentes ton potentiel de force max dans une direction donnée. Quand tu t'entraînes en squat, tu améliores ta force verticale, ta capacité à pousser verticalement. Tu fais des fentes vers l'avant ou vers l'arrière, c'est une force oblique. Si tu fais des hip thrusts, c'est plutôt des dominantes horizontales. Et tu augmentes ta capacité maximale à produire de la force dans ces directions-là. Donc après, finalement, quand tu dois courir à une certaine vitesse, ça représente une force relative plus faible. Tu vas, au lieu d'être à 50% de ton max, tu vas passer à 40%, ce qui sous-entend que les fibres musculaires qui vont être sollicitées, soit elles vont être moins nombreuses parce que chaque fibre musculaire recrutée produit plus de force. Si tu utilises moins de fibres musculaires, tu consommes moins d'ATP, donc tu es plus économe. D'ailleurs, Lanos Lagos, la conclusion numéro 1, c'est sur l'économie de déplacement. Il y a des effets sur la vitesse, mais le premier effet qui monte, c'est sur l'économie de déplacement. Et en trail, mais surtout en ultra. Alors, je vais te poser des questions après sur les formats entre le court et le long, parce que des fois, il y a peut-être des différences, peut-être pas. Mais c'est vrai que si tu es plus économe, on peut vite comprendre qu'on est plus performant. Du coup, la question que je vais te poser, c'est est-ce que la pliométrie, elle reste quand même pertinente? C'est-à-dire que, OK, force max, c'est mieux que pliométrie, mais la pliométrie, c'est peut-être pas égal à 0 en termes de bénéfices. Est-ce que c'est intéressant? Si oui, est-ce que ça vaut le coup de combiner les approches? Si oui, comment est-ce qu'on les combine? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus? Moi, c'est ce que je dis toujours aux étudiants et aux stagiaires dans les formations, c'est on jette pas le bébé avec l'eau du bain. C'est pas parce qu'il y a un effet qui a été démontré supérieur sur un type d'entraînement par rapport à un autre qu'on arrête de faire l'autre. Je pense qu'il y a un premier élément de réflexion, en tout cas un premier élément, c'est quel est mon niveau de développement quel est mon niveau en force max?
on peut utiliser pour savoir finalement, en fait, il faut prioriser. Pour dire, qu'est-ce qui va me porter le plus de gains si je suis vraiment pas fort. Typiquement, j'ai moins de 1,2 fois mon poids de corps sur une rep au max en squat. Donc, typiquement, ça veut dire, désolé pour tous ceux qui sont dans cette situation-là, mais ça veut dire que je suis pas fort. Si j'ai 1,5 fois mon poids de corps, c'est plutôt bien. 2 fois mon poids de corps, c'est très bien. J'ai 2 fois mon poids de corps au squat complet. Je pense qu'il y a peu d'intérêt à aller développer la force max pour ce type de profil. Si j'ai qu'une seule fois mon poids de corps, oui, c'est sûr qu'il faut que je le fasse. Je pourrais donner d'autres standards sur des fentes ou d'autres mouvements. Mais je pense qu'il y a déjà ce premier élément-là. C'est quoi mon niveau en force max? Et si mon niveau est faible, alors je dois, je pense, prioriser la force max par rapport à la plio. Si je suis relativement bon, en tout cas par rapport aux gens à qui je peux me comparer, qui évoluent à peu près au même niveau que moi, alors je pense que je peux continuer à faire de la plio. Par contre, ce qu'il faut pas oublier, il y a il y a plio et plio. Est-ce que la plio, les exos de plio que je propose sont des exos qui sont qui vont me solliciter musculairement d'une manière plus grande que la sollicitation, ou différente en tout cas, de la sollicitation que je vais avoir en course à pied. Donc, ça veut dire que c'est pas simplement des multibons, ça peut être des drop jump, ça peut être de la plio chargée avec des safety bars sur le dos, avec des kettlebells, des dumbbells. Ça peut être créer de la force, une réception, je fais un saut à 2 jambes, réception à une jambe, et puis ensuite transfert de force vers le haut ou vers l'avant ou latéralement, et enchaîner sur plusieurs sauts. L'idée, c'est, quand on parle de plio, c'est qu'est-ce qu'on met dans la plio. C'est comme quand je fais de la force max. Si je dis que je fais de la force max parce que je travaille sur 3 reps, mais qu'en fait je travaille pas lourd, en fait je fais pas de la force max. Du coup, juste pour revenir sur quelque chose que tu as dit qui va servir à nos auditeurs, et c'est une question que je vais te poser parce qu'elle était remontée en fait dans les questions quand je les ai ouvertes sur Instagram. T'as dit, par exemple, si je fais 1,2 fois mon poids de corps au squat, on peut dire que je suis plutôt pas trop mal en force max, et alors je peux envisager de travailler autre chose. Ça veut dire que, par exemple, je fais 80 kilos, un petit peu moins, mais pour simplifier les calculs, on va dire 80 kilos. Ça veut dire que si je fais 100 kilos en squat, une répétition, on peut dire que c'est OK ma force max, et il vaut peut-être mieux que j'aille travailler autre chose comme la plio. Ouais, squat complet, hein. Attention. Ça veut dire que le creux des hanches est plus bas que le sommet des genoux. Le creux des hanches est plus bas que le sommet des genoux. C'est la référence. 1,2, je dirais que c'est le minimum. C'est clairement le minimum. S'il n'y a pas ça, c'est sûr qu'il faut faire de la force max, prioriser dans la force max. Après, je pense que le seuil, c'est 1,5. 1,5 fois le poids de corps. Déjà, ça commence à être correct pour quelqu'un qui est pas spécialiste des disciplines de force. Donc 1,2, je peux me dire que c'est correct, mais il y a quand même du travail. Je pense que la cible pour un coureur, je pense, de bon niveau, c'est 1,5 fois le poids de corps en squat sur une rep à amplitude complète. C'est super clé en main, donc ça peut se tester. Alors évidemment, allez pas tester ça si vous avez jamais fait un squat. Mais ça, je pense carrément. Que c'est pas du tout ce que Lilian a dit. Mais parce qu'il y a plein de commentaires des fois qui me viennent en disant ouais, mais on peut pas se mettre au squat, on va se blesser. Oui, évidemment, c'est comme la course à pied. T'as besoin un peu de commencer à courir avant de courir vraiment. Donc bref. Et d'ailleurs, pour toi, c'est un problème de faire de la force max, par exemple, pour un débutant. Et imaginons, j'ai un débutant, je suis débutant en trail, j'écoute cet épisode, je veux commencer la force max. Est-ce que pour toi, c'est problématique de commencer, par exemple, plutôt sur une presse, sur des leg extension, des machines qui sont guidées, où t'as pas beaucoup d'amplitude, où ça peut limiter la casse, ou est-ce que pour toi, il vaut mieux commencer sur du squat plus léger et rester sur un exercice polyarticulaire? Je sais pas si ma question est claire. Si, je vais essayer d'y répondre. Tu me diras si ça match avec ta demande. Mais je pense qu'il n'y a pas trop il y a pas de mauvaise décision. Les machines guidées, comme la presse, mais du coup, la presse, c'est quand même polyarticulaire, mais c'est guidé. Mais c'est un exercice où finalement, qui va être moins spécifique dans le pattern, dans la direction de la poussée, et puis aussi dans la chaîne cinétique. Donc là, ça va être une chaîne cinétique ouverte, parce que c'est tes jambes qui bougent, ton corps bouge pas, à l'inverse de la course à pied, où finalement tu pousses dans le sol, donc c'est ton corps qui se propulse, donc qui est plutôt une chaîne dominante fermée. Donc et la chaîne fermée va plutôt ressembler à un squat. Donc si j'ai envie d'être plutôt spécifique, je vais plutôt m'orienter sur le squat,
que sur la presse. Et après, le leg extension, c'est un exercice très analytique. La chance d'avoir un transfert entre améliorer ses perfs au leg extension et améliorer sa course à pied, elle est quand même assez faible. Ça, c'est un message, je pense, qu'il faut essayer au maximum de délivrer. C'est que les études scientifiques aujourd'hui, elles montrent que ce qui doit guider les contenus en préparation physique pour améliorer la performance sur le terrain, c'est de réfléchir par pattern de mouvement plutôt que par groupe musculaire. Se dire, il faut que j'entraîne ma capacité à produire de la force dans certaines directions, plutôt que de dire, mes quadris, ils sont sollicités dans mon exercice, donc je vais faire des exos de quadris. C'est simpliste, ça peut marcher dans certains cas, mais pour améliorer le transfert, il vaut mieux chercher à trouver des orientations de force qui sont assez proches de celles qu'on va retrouver dans l'activité. Donc, si je devais proposer quelque chose, je pense que je vérifierais d'abord les prérequis, on appelle un peu de mobilité. En gros, que le sportif est capable d'aller à l'amplitude qui m'intéresse. Parce qu'on a parlé d'amplitude, j'ai donné des références pour le squat complet, mais on pourra en rediscuter plus tard. Le squat complet n'est pas forcément obligatoire en trail. On peut travailler sur du demi-squat, ça peut aussi être intéressant. Et donc là, je pense que j'orienterais plutôt vers déjà un prérequis de mobilité. Je vérifie que la personne est capable d'aller à l'amplitude dans des bonnes conditions. S'il y a des raideurs à la cheville, il va falloir travailler la cheville en parallèle pour pouvoir aller à l'amplitude qui m'intéresse. Et puis ensuite, il va y avoir une vraie progressivité à la fois dans les volumes, donc dans le nombre de reps et le nombre de séries que je vais demander à mon sportif en squat, et puis aussi dans les charges, dans l'intensité mécanique. Et donc clairement, je démarrerai pas avec quelqu'un qui a jamais fait de squat sur de la force max. Il y aura au moins 3-4 semaines, on va dire, d'apprentissage de la gestuelle à des charges plus légères, typiquement des charges qu'on va être capable de mobiliser 12-15 fois. Ce qu'on appelle un 12 RM ou un 15 RM. Je vais travailler à ces charges-là. Progressivement, je vais augmenter l'intensité jusqu'à ce que mon athlète soit capable de faire de travailler à des charges qu'il est capable de soulever au maximum 8 à 10 fois. Là, on commence à s'approcher de la force max. Je reviens un petit peu sur ce que tu as dit en termes de pliométrie et de charge lourde, puisqu'il y a des athlètes qui peuvent être intéressés du coup par travailler les deux. Et j'ai bien compris que toi, c'est pas le calendrier de compétition qui place quelle qualité on va travailler. C'est pas parce que je m'approche d'une course que je dois travailler la plio, comme parfois on l'entend, et c'est pas parce que je suis loin que je dois travailler la force max. C'est plutôt, mais vas-y, j'ai l'impression que je te fais réagir. Ouais, là-dessus, c'est quand même des éléments à considérer. C'est des éléments à considérer, on pourra y revenir, mais de manière générale, on pourra en reparler aussi, moi je préfère la périodisation qu'on appelle en bloc. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir des cycles où on a des choses un peu moins spécifiques, des choses plus spécifiques et des choses très spécifiques, mais ça va pas durer pendant macro-cycle, qui va être un enchaînement de tout ça. Pour moi, ça doit pas être ce qu'on appelle une périodisation traditionnelle ou linéaire qui va durer comme ça 4 mois. Moi, je préfère faire de la périodisation de ce type-là en bloc avec, donc un 4 semaines, 2 semaines, 1 semaine, et ça, je vais le répéter plusieurs fois. Tu vois, mais clairement, oui, quand je suis loin des compétitions, je vais quand même augmenter ma proportion d'exercice, de contenu en force max va être plus grande qu'à l'approche des compétitions. Mais on verra qu'à l'approche des compétitions, ce sera pas 0 ma force max. Par contre, je ferai quasiment plus de développement. J'entretiendrai la qualité pour me retrouver le jour de la compétition avec des qualités spécifiques hautes, ce qui est utile, et aussi des qualités générales hautes. Le problème avec du traditionnel, quand on fait beaucoup de général, puis ensuite beaucoup de spécifique et qu'on délaisse le général, on se retrouve finalement le jour de la compète avec des qualités générales qui sont basses. Alors c'est ultra intéressant ce que tu dis et je voulais réaliser un épisode sur la périodisation mais j'ai pas trouvé d'experts francophones qui pouvaient en parler pour l'instant, donc les auditeurs peut-être qu'ils découvrent un petit peu ces termes de périodisation par bloc, etc. là de suite, mais en tout cas j'essaierai de les traiter un de ces quatre. Du coup, avec ce que tu viens de dire, je saute directement sur une question que je vais te poser un peu plus tard et si tu veux, je reviendrai sur ma question si on a le temps avant. Selon toi, combien de temps, en fait, est-ce que tu peux revenir à cette idée de combien de temps ça doit durer, un cycle de développement, par exemple, de la force max, de la pliométrie? À quoi ça ressemble, en fait, selon toi? Ce que j'ai oublié de dire, c'est que force max et plio, donc on peut les travailler en même temps. On peut les travailler dans la même séance ou sur des séances séparées. C'est des qualités musculaires qui ne répondent pas très bien au volume
Donc, c'est-à-dire qu'il y a peu d'intérêt à mettre beaucoup de volume sur ces qualités. Donc, ce qui sous-entend qu'on peut les mettre dans la même séance parce qu'on n'est pas obligé de faire des volumes d'entraînement qui sont très grands. Il y a des travaux qui montrent que une série intense par exercice ou par pattern une fois par semaine, ça peut amener tout autant de bénéfices que 3 ou 5. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut tout le temps faire qu'une seule série, mais ça veut dire que je peux rester sur 3, 4, 5 séries hebdomadaires par semaine, par pattern. Et du coup, ça veut dire que je suis pas obligé de faire des gros volumes. Donc, une fois que j'ai fait mon exercice principal, je peux passer à la plio ou vice-versa en fonction de ce que je veux prioriser. Mais donc, je peux le faire dans la même séance. Du coup, juste pour donner un exemple pour les auditeurs super concrets qui peuvent appliquer, etc., ça veut dire que par exemple, je peux aller 2 fois à la salle par semaine, faire squat et soulevé de terre en force max et 2 séries de chaque. Sur la semaine, ça m'en fera 4 de chaque. Et après, dans la même séance, je peux passer sur des exos plio. J'ai fait mes 2 séries de force max, ça veut dire que j'ai déjà du développement et je peux passer sur des exercices pliométriques, par exemple. C'est complètement. Et je peux, si je veux, alors si je sais que je suis vraiment pas fort, je priorise. Le premier exercice, c'est l'exercice de force max dans ma séance. Si je sais que je suis plutôt pas mal, enfin je suis correct sur la force, donc j'ai pas forcément besoin de prioriser, je peux faire une séance où je commence par la force max. La séance d'après, je commencerai par la plio. L'exercice le plus exigeant au début. Voilà. J'ai oublié la question de départ, je suis désolé. Non, mais t'en fais pas. La question, c'était, et du coup, ça, dans une année, comment je l'organise? Et est-ce qu'à un moment, je dois bouger les volumes? Combien de temps ça doit durer, ces cycles? Est-ce que j'arrête parfois? Donc moi, ce que je te disais, c'est que j'aime bien la périodisation en bloc. Aujourd'hui, il y a alors il y a pas beaucoup de travaux, hein. Il y a des évidences scientifiques sur l'intérêt du développement, de la périodisation en bloc par rapport à du traditionnel. Si je donne des choses finalement faciles à retenir, on peut se dire que c'est 4 semaines de développement. Dans la littérature, vous lirez 4 semaines d'accumulation. Donc là, pendant 4 semaines, je vais plutôt mettre des volumes assez gros. Je peux donc avoir des volumes, un nombre de séries plus élevé en termes de force max. Donc, je peux faire de la force max pendant 4 semaines. C'est ma qualité prioritaire. Donc, pendant 4 semaines, je mets une grosse dominante de force max. Ça veut pas dire que je fais rien d'autre à côté, mais le plus de volume, c'est vers la force max. Ensuite, ces 4 semaines vont devenir plus que 2 semaines. Donc, 4 semaines, puis 2 semaines. Donc, je divise par 2. Et là, je vais prioriser vers une qualité qui est très souvent un peu plus spécifique. Donc, ça peut être, par exemple, la puissance max, qui va se retrouver comme un peu plus dans la course. Mais je n'arrête pas. Donc, ma qualité prioritaire deviendra la puissance max. Et ma qualité secondaire, ce sera la force max. Et donc là, je mettrai des volumes qui sont à peu près 30% plus faibles que ce que j'avais sur le premier bloc. Voilà. Et puis enfin, le dernier, donc ça c'est le deuxième bloc, c'est en général le bloc de transmutation. C'est ce qu'on lit dans la littérature. Accumulation, transmutation, et le dernier c'est réalisation. Donc on divise encore par 2. On arrive sur une semaine, bloc de réalisation, où là c'est ultra spécifique. Et pendant ce bloc de réalisation, on n'est pas obligé de faire de la force max. Pourquoi? Parce que on sait que la force max a ce qu'on appelle des effets résiduels, c'est-à-dire quand on arrête de travailler cette qualité, elle reste haute en général pendant 1 à 2 semaines. Pourquoi je dis 1 à 2 semaines et pas 2 semaines? C'est parce que ça va dépendre des gens. Ça va dépendre des gens et puis aussi de ce qui a été fait avant. Et ça dépend des gens. Et donc, ça c'est aussi l'intérêt du bloc, c'est que vous allez pouvoir expérimenter ça avec vos athlètes sur un premier bloc. J'arrête de développer la F-Max pendant 1 semaine et puis je vois finalement l'état de mon athlète à ce moment-là. Donc, soit je refais un test, soit je fais une course et je vois juste préparatoire pour voir comment il est. Et puis, je vais répéter ces blocs. Et ensuite, la durée de ces blocs, la durée des cycles là que je proposais, 4, 2, 1, peut aussi évoluer avec l'importance de l'échéance. Donc, plus je suis loin des échéances importantes, plus je peux me permettre de faire 4-5 semaines de développement. Et plus je suis proche des échéances importantes, plus ce bloc d'accumulation, il va se réduire.
ça va durer plus que 2-3 semaines au profit des choses un peu plus spécifiques, même si, comme je te l'ai dit, on n'arrête pas de travailler la qualité, on ne la développe plus, mais on l'entretient. De toute façon, de manière générale, quelle que soit l'approche qu'on a, en bloc ou plus traditionnelle, je pense qu'aucune ne recommande d'arrêter complètement le travail d'une qualité. Il faut toujours au moins la maintenir en filigrane un tout petit peu, parce que si tu l'arrêtes, c'est l'exemple de la VMA ou de la VO2 max. Si tu arrêtes de solliciter à haute intensité, t'es plus capable de solliciter aussi bien à haute intensité. J'imagine que musculairement, c'est exactement pareil. Ouais, c'est pareil. La seule variable d'ajustement, c'est cet effet résiduel de l'entraînement. Donc, pendant combien de temps je vais bénéficier des adaptations? On sait que pour les qualités de puissance et de vitesse, ces effets résiduels sont assez courts. Donc, si on arrête de travailler de la Vmax, de la puissance, on sait qu'au bout d'une semaine, il y a des chances qu'on ait perdu. La force max, 15 jours, ça semble tenir. Ouais, donc ça veut dire que si je veux être un peu safe, entre guillemets, et arriver au départ de ma course vraiment en ayant le moins de risques possible, je peux au moins compter par exemple une dizaine de jours sans travailler de force max du tout. En salle, normalement, je suis plutôt tranquille. Moi, je mettrais pas moins d'une semaine. Pas plus d'une semaine. Pas plus d'une semaine. Je pense que c'est risqué. Et donc, après, ça se travaille. Si vous voyez, dans les cycles précédents, vous avez fait des petits tests sur les mésocycles de réalisation, là. Donc, les petits blocs là, d'une semaine, là, par exemple, d'une semaine, 10 jours de réalisation. Et vous faites un test de force max pour voir juste l'état de votre athlète à ce moment-là par rapport à la période où il était en train de se développer, il s'entraînait en force max. Si vous voyez qu'il y a un gros décalage, ça veut dire que chez cette personne-là, les effets résiduels sont courts. C'est très clair. Parler de musculation depuis tout à l'heure avec Lilian, ça m'a fait penser qu'une séance bien réalisée, ça passe aussi par un équipement adapté. Et si Wise, partenaire de cette saison 2 du podcast Courir Mieux, excelle dans le matériel de trail, il propose aussi des produits qui brillent par leur polyvalence. Wise, c'est une marque créée par et pour des ultra-trailers avec une promesse forte. Proposer des équipements conçus pour durer et avec un taux d'utilisation le plus élevé possible afin de limiter la quantité de matériel nécessaire et donc réduire notre impact en tant que pratiquant et pratiquante. Un exemple de polyvalence de matériel, c'est leur gamme High, avec un short et un t-shirt léger et adapté à de nombreuses situations comme le trail mais aussi le renfo. C'est personnellement les vêtements que j'utilise, entre autres à la salle, et je vous invite à aller les découvrir sur le site de Wise, le lien est en description. Allez, revenons à cet échange avec Lilian sur la musculation pour les trailers et les traileuses. Il y a quelque chose que tu as soulevé, qu'on a vite fait aborder, mais qu'on n'a pas beaucoup discuté, et je voulais revenir dessus avec toi. On a parlé de la plio et de la force max. Et il y a une qualité musculaire qui reste, qu'on n'a pas encore abordée, c'est ce qu'on appelle la force endurance, ou l'endurance de force. J'imagine qu'on est OK pour dire que c'est globalement la même chose. J'ai creusé la littérature, et en fait, il y a quasiment rien dans la littérature sur comment développer l'endurance de force ou la force endurance. Alors peut-être parce que c'est ultra spécifique à un sport et qu'il y a plein de sports où c'est pas intéressant. Est-ce que toi, tu connais quelque chose là-dessus? Est-ce que tu penses que ça a un intérêt de le travailler en salle? Est-ce que au final, le fait de courir en trail quand tu pars faire ou en triathlon, peu importe le sport, hein, faire des sorties longues qui vont durer 6, 7, 8 heures à pédaler ou à courir, ça fait déjà de l'endurance de force? Et donc, c'est pas intéressant de le bosser en salle. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette force endurance? Alors, déjà, je pense que c'est important parce que c'est pas toujours très clair dans la littérature ou même de manière générale dans les formations, les contenus en ligne, peu importe. En fait, il faut bien dissocier deux choses. Il y a les qualités d'endurance de force en conditions maximales. En conditions maximales, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelle est mon endurance quand je dois soulever des charges lourdes? Donc, on parlera d'endurance de force maximale. Quelle est mon endurance quand je dois répéter des sprints ou répéter des sauts verticaux au poids du corps? Répéter des sauts verticaux au poids du corps, c'est de l'endurance de puissance. Si on est deux athlètes à sauter à 40 cm de haut sur le premier saut en squat jump et qu'au bout de 10 sauts, il y en a un, il est à 35, l'autre, il est à 30, il y en a un qui a une meilleure endurance de puissance. Donc ça, c'est en condition maximale. Et puis ensuite, il y a l'endurance de force sous-maximale. Donc, c'est l'exemple que vous aviez donné avec JB Morin, quand on soulève une charge, le ni-ni-ni. Tu sais, quand je soulève une charge, mais qui me contraint pas à aller lentement, donc c'est pas très lourd. C'est une charge que je mobilise pas vite, donc je ne cherche pas à projeter la charge, à sauter avec la charge. Et si je vais pas à l'échec, c'est ni-ni-ni. Mais si je vais à l'échec, pour le coup, c'est ce qu'on appellera de l'endurance de force sous-maximale. Et donc,
je pense qu'il y a un intérêt à développer les qualités d'endurance, de force maximale, de puissance. Ça sous-entend quoi? Ça veut dire que quand je fais de la force max, je me rapproche de l'échec musculaire. Donc, je stimule ma qualité d'endurance de force maximale. La puissance, je vais pas à l'échec, mais je fais plus de reps que ce que je voudrais faire si je voulais uniquement développer la puissance. Et après, l'endurance de force sous max, moi, je pense que ça peut, si certains coureurs ont, sur certains groupes musculaires, sentent énormément de fatigue sur certains groupes musculaires pendant la course, je sais pas, les quadris qui brûlent énormément ou les mollets, etc. On peut se dire que, je pense, développer les qualités d'endurance, de force sous max, de manière analytique pour le coup, sur ces exos, enfin sur ces groupes musculaires-là, avec des exos d'isolation où on va travailler, on va finalement travailler des charges relativement faibles, donc des charges qu'on est capable de soulever 15 à 20 fois au maximum, et on va s'entraîner à aller à l'échec régulièrement. Et ça, théoriquement, ce que ça va générer, c'est des adaptations locales avec une vascularisation, une capillarisation qui va être augmentée, des stocks de glycogène qui vont être augmentés, des masses mitochondriales aussi. Donc, je pense que même si on est impliqué dans les sports d'endurance, et donc forcément, je pense que les muscles ont un profil en endurance, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire, en plus, si on juge utile par rapport à notre profil, des contenus en endurance de force sous max. Il y a un outil, excuse-moi, il y a un outil qui peut être intéressant, c'est le blood flow restriction. Je ne sais pas si tu connais l'entraînement par occlusion du flux sanguin. Ben ça, c'est une approche qui peut permettre de mettre un stress métabolique, un stress lié à la fatigue, qui va être grand. Et du coup, c'est un outil qui permet encore une fois de travailler en marge de ce qu'on a l'habitude de faire dans l'activité, et donc qui peut générer des adaptations qui seraient peut-être transférables à l'activité. Pour vulgariser, parce que j'ai pas encore fait d'épisode dessus, mais les auditeurs connaissent peut-être rapidement. En gros, c'est un espèce de garrot, c'est ça. Tu mets une espèce d'élastique qui restreint le flot sanguin dans le muscle que tu travailles et tu fais des exercices avec. Et là, du coup, tu aurais plus de bénéfices que. Alors, t'as pas plus de bénéfices qu'un travail à charge. Donc, généralement, c'est fait à charge légère, donc une charge que tu es capable de soulever 15-20 fois. Et en fait, à partir du moment où tu vas à l'échec, avec ce système-là ou sans ce système-là, les adaptations, les gains sont à peu près les mêmes. L'avantage de travailler avec ce système-là, c'est qu'en fait, tu arrives aux répétitions efficaces, tu arrives à l'échec à peu près 30% plus vite. Donc, si tu travaillais avec une charge que tu es capable de soulever 20 fois, avec ce système, tu vas en faire 15, quoi. Donc, tu arriveras plus vite aux répétitions efficaces. Pour l'instant, dans tes réponses, si je veux conclure ce petit chapitre sur l'endurance de force, t'as pas parlé de nombre de répétitions extrêmes. Comme on peut voir des fois, des personnes, j'en ai vu qui me suivent, qui vont faire des 100 leg extension. Alors, je sais qu'on a dit que le leg extension, c'était pas extraordinaire, ou des 100 squats, ou des choses comme ça à poids de corps. T'en as pas parlé. Pourquoi, pour toi? C'est une idiotie? Je pense pas que ce soit une idiotie, mais je pense que là, pour le coup, travailler sur des volumes si grands à des charges si faibles, je pense que ça, c'est très proche de l'activité. Très proche de ce qu'on va retrouver dans l'activité. Donc, alors, si vraiment, je pense pas que les adaptations qui vont survenir, sauf si j'augmente beaucoup le volume d'entraînement dans ces conditions-là, je vais avoir des adaptations qui peuvent être utiles. Mais je pense qu'il faut, quand c'est comme ça et qu'on est très développé sur un secteur, il faut s'en éloigner un petit peu pour avoir plus d'adaptation et un peu de transfert. Et du coup, travailler à des charges un peu plus lourdes en allant à l'échec, je pense que c'est plus adapté. Je vois deux moments où en fait ça pourrait être adapté là. Si je réfléchis très spécifiquement à la pratique du trail, deux moments où ça pourrait être adapté. Les trailers qui vivent en plaine, par exemple quelqu'un qui habiterait à Nantes, qui peut pas forcément avoir autant de dénivelé qu'il veut, et intégrer ce genre de répétition extrême parce que c'est très proche de l'activité, ça peut être intéressant. Et le deuxième, peut-être des personnes qui vont pas à la salle, qui vont pas à la salle, qui sont chez eux dans leur salon et qui se demandent qu'est-ce que je fais comme renfo, ce qu'on appelle le renfo à la maison, j'ai pas de matos. Force max, si je reprends le Ninini, force max, je peux pas. Force max, c'est possible si on réfléchit un peu. C'est-à-dire, je vais travailler des squats une jambe, par exemple. Un squat une jambe, pour beaucoup de personnes, c'est difficile pour aller jusqu'en bas et remonter. Mais de manière générale, effectivement, tu as raison, c'est plus difficile ou avec des élastiques. Bon, il faut un peu de matos, effectivement.
Mais effectivement, par exemple, tu es dans ton salon, tu peux peut-être te dire, bon, je vais chercher le nombre de répétitions extrême parce que j'ai pas de matériel, j'ai très peu de choses, il me reste que soit de la haute vitesse, donc je peux bondir et réatterrir, faire un peu de plio, soit je vais travailler de l'endurance de force. Ouais. Après, tu peux aussi augmenter la durée du tempo, on n'en a pas parlé, mais à une charge légère, si tu veux augmenter la fatigue ou faire en sorte que la fatigue elle arrive plus tôt, tu peux allonger le tempo, donc contrôler ta phase excentrique plus longtemps, par exemple 5 secondes excentriques, 5 secondes d'excentrique, 2 secondes d'isométrique en bas, du concentrique. En général, le concentrique, c'est mieux quand même quand c'est un peu explosif, et on pourra en discuter. Et par exemple, 0 entre tes reps. Donc, tu finis pas complètement ton extension, tu repars tout de suite, qui fait que ton muscle est tout le temps sous tension, donc tu vas avoir une fatigue qui va survenir beaucoup plus vite. Donc oui, typiquement à la maison, c'est plus facile de développer cette qualité, ouais. J'avais vu passer un papier là-dessus, mais c'était très muscu, je l'ai pas lu en entier, je crois que j'ai juste lu l'abstract, qui disait que, tu me corrigeras du coup si je me trompe, qui disait que les meilleurs bénéfices en muscu arrivaient quand quand tu accumulais le plus de temps avec ton muscle sous tension. Est-ce que ça te dit quelque chose ? En tout cas, ça dépend de la qualité qu'on vise. Pour la force maximale, c'est sûr que c'est pas un bon indicateur. Et pour l'hypertrophie, il y a une méta-analyse qui a été faite il y a peu de temps, 2024 SportsMed si je me trompe pas, et qui montre que il n'y a pas d'effet du temps sous tension sur l'hypertrophie. Donc que ta répétition, elle a été réalisée alors ils disent le seuil minimum, ils mettent 0,5 secondes, donc une demi-seconde pour faire la rep. Faut aller vite, l'excentrique. Et ça, voilà, et ils mettent jusqu'à de 0,5 à 6 secondes de contraction par répétition. Ils disent qu'il n'y a pas de plus-value, enfin, il n'y a pas de différence sur ce continuum-là, et donc pour l'hypertrophie. Et ils montrent que des répétitions super lentes, donc si chaque répétition dure plus de 6-8 secondes, ce serait défavorable, contre-productif, pour l'hypertrophie en tout cas. Et on pourra en discuter, ça s'explique assez bien. Par contre, sur les qualités d'endurance de force sous max, je pense que le temps sous tension pourrait être un indicateur intéressant. Ok, c'est peut-être cette méta-analyse que j'ai vue passer dans SportMed et je me suis dit ça m'intéresse pas parce que c'était orienté hypertrophie, donc c'est peut-être à ça que je pensais. Avant de passer à toutes ces choses qu'on pourrait discuter et qui sont super intéressantes, je voulais revenir avec toi sur un autre point qui est très spécifique au trail et qui peut intéresser les auditeurs. C'était l'interaction, peut-être que je te sors un peu de ton domaine d'expertise, si c'est le cas, je suis désolé. L'interaction qu'il peut y avoir entre séances de musculation et séances d'endurance. Est-ce que toi, tu vois un intérêt, par exemple, à faire les séances, imaginons ce que je viens de dire, je fais ma séance de muscu, donc j'en fais 2 par semaine, on va dire. Pour un coureur, il y en a beaucoup qui vont déjà sauter au plafond en entendant ça. Moi, je suis très à l'aise avec l'idée d'en faire 2 ou 3, mais je fais une des 2 séances par semaine, donc je fais 2 exos de force max, 2 exos de plio, admettons. Et après, qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce que tu vois un intérêt à aller courir là-dessus, une demi-heure, 1 heure, à aller faire du vélo là-dessus, parce que le muscle est entre guillemets fatigué ? Je me souviens de ça, je te pose cette question, parce que l'an dernier, je faisais mes séances, je le fais encore, mes sorties longues le samedi, le vendredi, je faisais de la force max de soulevé de terre. J'avais la chaîne postérieure défoncée le samedi et je me disais, c'est intéressant pour l'ultra parce que je travaille sur le muscle fatigué. Est-ce que je me trompe ? Est-ce que j'ai raison ? Est-ce qu'il faut aller d'un jour à l'autre ? Est-ce qu'il faut courir juste après ? Je veux bien t'entendre. Alors, il y a un phénomène que tu connais peut-être que tu as évoqué, c'est le phénomène d'interférence. Ça, c'est le fait que quand tu combines dans la même séance ou sur des moments très rapprochés de l'endurance et de la force, finalement, ta séance de force, elle va être inhibée par ta séance d'endurance. Donc, alors ça s'exprime surtout chez des sujets qui sont très entraînés en force. Quand tu débutes, en général, t'as pas trop d'interférences. En tout cas, la littérature suggère ça. Donc, moi, si je dois donner aider les praticiens à choisir, je pense que c'est bien de séparer, de soit faire la muscu le matin et l'aéro l'après-midi ou le soir, après à discuter en fonction de l'heure de la compète, voilà, toujours pareil, soit faire muscu un jour et le lendemain faire la séance. Si je fais muscu la veille, comme tu l'as dit, je vais faire ma séance en ayant en fait une fatigue. Donc j'ai des capacités à créer de la force dans une direction qui sont réduites. Donc quand je suis en train de courir, c'est tout l'inverse de quand je développe ma Fmax, je vais travailler à des niveaux relatifs plus élevés. Donc, quand je fais ça,
Est-ce que c'est intéressant? Musculairement, en tout cas, c'est intéressant, c'est sollicitant parce que les muscles dans l'activité vont devoir être impliqués à des niveaux plus élevés que ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Donc, musculairement, je trouve ça intéressant. Par contre, finalement, le contre-argument, c'est que théoriquement, ta séance, soit tu vas la faire moins vite parce que musculairement, tu es moins bien, soit tu vas la faire à un niveau d'effort, un RPE, un niveau de difficulté plus élevé. Donc, tout est une histoire de priorité. Si je suis loin des compètes et que je veux continuer à faire du développement, notamment musculaire, je vais ou alors musculaire et énergétique parce que je reste sur des temps élevés, en tout cas des vitesses de course élevées. Du coup, je fais du développement à la fois musculaire et énergétique. Si je veux, par contre, me préparer à être performant demain, je vais, du coup, la séance de muscu que je vais faire la veille, je vais faire un volume beaucoup plus faible, de telle sorte à pas avoir de courbature ou de fatigue, et prioriser vers la performance dans l'activité. Ouais, ou alors je la décale dans la semaine. Ou je la décale. Voilà. Le vendredi, je la fais le jeudi, et comme ça, le samedi, je suis frais pour ma sortie longue, par exemple. Exactement. Tout est une histoire de priorité, en fait. T'es d'accord de dire que normalement, en 48 heures, 36 heures, 48 heures de repos, de nuit, t'es censé musculairement avoir quasiment bien récupéré? Sûr et certain, mais tout est une histoire de le volume que j'ai fait dans ma séance. Est-ce que c'est un volume que j'ai l'habitude de faire? Si c'est un volume que j'ai pas l'habitude de faire et je m'envoie, je sais pas moi, à mon 10 RM, une charge que je suis capable de soulever 10 fois, je m'envoie, je sais pas, 5 séries de 8 et ça sur 3 exos et que j'avais jamais fait de muscu avant, 36 heures, ça suffira pas. Ou 72 heures, ça suffira pas. J'aurais quand même des courbatures. Mais si j'ai l'habitude, effectivement, oui, ce sera OK. On va doucement arriver vers la fin de la partie tout public. J'ai encore 2-3 petites questions à te poser qui sont certainement plus faciles à répondre, mais on a déjà brassé des choses qui sont bien complexes et je pense qu'il y a des gens qui vont réécouter 2 fois pour bien digérer, mais c'était vraiment super intéressant ce que tu as raconté. La première question que je voulais te poser, c'était depuis tout à l'heure, on parle de 10 RM, 5 RM, 3 RM. Comment est-ce qu'on peut déterminer ces charges optimales? Il me semble qu'il y a des travaux là-dessus. Comment j'arrive dans la salle, je suis débutant, au lieu de tâtonner, comment je peux savoir quoi soulever? Et il me semble que toi, tu as développé un outil pour faire ça. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, alors c'est des tables qui existent depuis longtemps. C'est-à-dire que, alors moi, je trouve que pour travailler en salle de muscu, que ce soit la force max ou même pour débuter, je vais pas travailler en pourcentage du 1 RM. En fait, ça n'a pas trop de sens d'aller mesurer un 1 RM si je suis jamais allé à la salle. Et puis même pour les trailers, le 1 RM n'a pas forcément trop de sens en tout cas, excepté pour pouvoir se jauger comme je l'ai dit tout à l'heure. Du coup, ce qui est possible de faire, c'est ce qu'on va faire naturellement en fait. Quand on arrive à la salle et on veut apprendre un mouvement, on veut apprendre le squat par exemple, eh bien je vais déjà vérifier que j'ai les prérequis pour pouvoir travailler à l'amplitude qui m'intéresse. Et puis ensuite, je vais trouver une charge qui me permet de faire, admettons, 12 reps avec un niveau de difficulté de 6-7, quoi. En gros, j'en fais 12, mais je serais capable d'en faire un peu plus. Je serais capable d'en faire 15. Des répétitions donc en réserve. Des répétitions en réserve, voilà. Et du coup, ça me permet de dire que j'en fais 12, mais je suis capable d'en faire 15 à peu près. Donc, c'est ce qu'on appelle mon 15 RM. Pour pouvoir travailler, donc quand on découvre la muscu, un fonctionnement comme ça, sans d'autres évaluations, ça fonctionne bien. Je trouve sur l'exercice qui m'intéresse, je fais une montée en charge jusqu'à trouver cette charge qui me semble être la charge adaptée pour moi aujourd'hui. Pour être un peu plus précis, pour programmer l'entraînement, pour suivre ses capacités, l'évolution de ses capacités dans le temps, ce qu'on peut faire, c'est faire un test qu'on appelle maximal, donc jusqu'à l'échec, mais pas à la charge la plus lourde, pas au 1 RM, pas sur une seule rep. Donc ça va permettre de travailler des charges plus légères, celles qu'on a l'habitude de soulever quand on fait de la muscu. Et donc, typiquement, je vais faire un échauffement, trouver une charge, par exemple, que je suis capable de soulever 8 fois avec un sentiment de rep en réserve de 2, par exemple. J'en fais 8, mais je pense que je suis capable d'en faire 10. Alors, attention, parce que très souvent, les sportifs, surtout en endurance, se sous-estiment. Donc, ils en font 8 et ils pensent qu'ils vont en faire que 10. Puis, en fait, ils en font 15 ou 20, quoi. Donc voilà, il faut en général un coach qui est là, qui a l'habitude pour lui dire non, mais là tu penses que tu n'en fais que 10, mais en fait tu en fais plus. Et donc ce qu'il faut faire, c'est donc identifier cette charge, essayer à l'échauffement d'être le plus précis possible et ensuite faire un test maximal. Ça signifie déjà être en sécurité parce que qui dit test maximal dit échec. Et donc vous allez sur une répétition être plus capable de soulever la barre.
Et donc, je fais sur une amplitude de mouvement qui reste la même pendant toutes les répétitions, eh bien, le maximum de reps que je suis capable de faire. Si j'en fais 10, par exemple, à une charge donnée, eh bien, moi, j'ai repris en fait une méta-analyse qui a été faite en 2024 et qui reprend la relation entre le nombre de reps max que je suis capable de faire et la charge. Et du coup, j'indique la charge en kilos que j'avais, le nombre de reps que j'ai effectué. Et à partir de cette méta-analyse, en fait, je vous indique dans le fichier Excel le 1 RM théorique. Donc, la charge maximale que vous êtes capable de soulever une fois. Donc, ça vous donne une indication, mais par expérience, pour l'avoir utilisé avec pas mal de monde, l'estimation est très souvent quand même erronée sur une charge que j'ai soulevée 10 fois à peu près. Souvent, ça dépend des athlètes d'ailleurs, mais ceux en endurance en général, ça surestime complètement le max. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'ai fait ce test-là, dans le fichier Excel, il y a des lignes, enfin un petit bloc un peu plus bas, et vous pouvez indiquer le nombre de reps que vous avez sur lequel vous avez envie de travailler, par exemple sur les séances suivantes. Vous voulez travailler par exemple sur 8 reps avec 2 reps en réserve ou sur 6 reps avec 2 reps en réserve, et ça va vous donner votre charge, la charge de travail qui est fixée, en tout cas qui sera déterminée à partir du test que vous aurez réalisé. Et donc, et autant sur le 1RM, souvent les erreurs sont assez grandes, autant sur, si vous avez fait un test sur 10 reps max, sur le 8, 7, 6, vous allez plutôt être précis. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est sur le bloc d'après, admettons 3 semaines plus tard, vous allez faire un deuxième test à une charge plus lourde, par exemple, sur 5 reps au max. Et du coup, vous allez voir que c'est un deuxième onglet dans le fichier, donc je te le partagerai. Et du coup, deuxième onglet. Et là, dans cet onglet-là, vous mettez les 2 tests que vous avez réalisés. Le premier autour de 10 reps max, le deuxième autour de 5 reps max. Ça trace une droite qui considère votre profil en endurance ou pas. Super. Eh ben, écoute, merci du coup pour le partage. Je le mettrai pour tous les auditeurs en description de cet épisode. Quasiment la dernière question que je voulais te poser, c'est le dernier chapitre que je vais ouvrir avant la rubrique Gollum qui est partenaire de cet épisode, c'est qu'il y a un message actuellement que j'entends beaucoup sur les réseaux et j'ai fait un petit réel là-dessus il y a pas longtemps, mais je suis très libre d'entendre que j'ai dit des bêtises et que t'es pas d'accord avec moi. Le message, c'est la musculation, elle prévient pas les blessures. Alors moi, quand j'ai entendu ça plusieurs fois, je me suis dit ça me surprend parce qu'il me semblait quand même qu'il y avait quelques évidences, pas mal même d'évidences là-dessus. Qu'est-ce que toi, tu peux dire sur le sujet? Est-ce que tu penses que c'est un message qui est correct? La muscu ne prévient pas les blessures? Est-ce que de toute façon, la muscu, c'est tellement large que ça veut rien dire? On peut pas dire ça. C'est comme dire l'entraînement. Ça veut rien dire l'entraînement. Qu'est-ce que tu en penses de ce message? Moi, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Il y a plein d'évidences scientifiques qui montrent qu'effectivement, faire de la musculation, du renforcement, c'est quoi? Le renforcement, c'est quoi? C'est imposer des contraintes mécaniques, donc de force, et ou métaboliques différentes de celles qu'on retrouve dans la vie quotidienne ou dans l'activité physique dans laquelle on s'entraîne. Donc, pour pouvoir générer des adaptations qui seront utiles. Et en fait, oui, les travaux scientifiques démontrent clairement, pour plein de pathologies, que ça... En fait, quand on dit prévenir, c'est un peu de la sémantique. C'est sûr qu'on passe pas à un risque zéro, mais on réduit le risque de se blesser. Sur les ischios, moi, j'ai plein d'exemples, 10 000 sportifs qui, méta-analyse de Green 2020, qui montrent tu divises par 2, en fait, quand tu fais du nordique, ça aurait pu être un autre exo. On a fait la même chose avec le FC Nantes il y a quelques années. On a publié ça avec mon collègue Jean-Philippe Cadu, kiné là-bas. On a fait des tout petits volumes de nordique, donc nordic hamstring curl, l'exercice là où vous freinez l'extension du genou. On a fait une série par semaine, 3 contractions excentriques à 3 RM, donc très intenses. On a divisé par 2 le nombre de blessés par rapport à la saison précédente. Force est de constater que ça marche très bien. Un message qui m'a été proposé, qui est pas complètement erroné quand j'ai partagé ce réel-là, c'est qu'on m'a dit oui, mais c'est souvent montré sur des footballeurs, c'est pas trop la course à pied en endurance. Et je me disais ouais, mais là, par exemple, tu prends des sportifs de trail court, avec des terrains changeants, des accélérations, des décélérations, des réaccélérations, des dépassements. Quand tu regardes des Golden Trail World Series, ça va super vite. Je me disais, ouais, mais la contrainte aux ischios sur des formats comme ça, elle doit être extrême, exactement comme un footballeur. Et je suis pas sûr qu'en ultra, ce soit très différent. Mais en tout cas, en trail court, pour moi, c'est cohérent de dire que la contrainte aux ischios, elle est pas très loin de ce qu'un footballeur pourrait avoir. Peut-être que je me trompe, mais le transfert de connaissances, il est faisable. Ouais.
ou avec toute raison gardée, effectivement, parce que les contraintes aux ischios, elles sont vraiment très grandes quand tu es à Vmax, donc on va dire plus vite que 90% de ta Vmax. Donc là, je pense que c'est quand même plus bas, mais il y a quand même des contraintes sur les ischios. Après, par contre, c'est une histoire. C'est toujours pareil. En fait, quand tu augmentes ton potentiel max, quand tu es en situation de fatigue, admettons, tu es capable de créer, je sais pas moi, 10 000 newtons en vertical, et il y a un autre athlète, c'est 5 000. En fait, quand ce niveau dans la course, c'est un peu comme, tu sais, dans les jeux vidéo, là, ton niveau de vie qui diminue, là. Bon, voilà, c'est pareil. En fait, tu as ton niveau de force qui diminue au fur et à mesure de la compète. Quand tu arrives sur un rocher, que tu as une réception à faire parce que c'est un peu chaud et tout, tu as une contraction excentrique qui doit être intense parce que ton appui, il est un peu plus loin que ça devrait et puis ton rocher, il est un peu plus haut que ce que tu pensais. Faut produire beaucoup de force très vite. Et finalement, si tu t'es pas entraîné à créer beaucoup de force excentrique très vite sur ces amplitudes-là, il y a des chances que ça pète ou que tu crées beaucoup de dommages qui vont faire qu'à la fin de la course, soit tu vas arrêter, soit tu vas augmenter le risque de développer des tendinopathies, des syndromes fémoro-patellaires, etc. Écoute, merci pour cette réponse. Je te propose qu'on conclue cet épisode avec la rubrique Gollum met la lumière sur. Gollum, c'est un partenaire du podcast qui fait des frontales et il propose de mettre la lumière sur la question, sur la thématique avec des questions des auditeurs. Donc j'en ai sélectionné une ou deux, on verra celle qu'on a le temps d'aborder. J'en ai eu d'ailleurs vraiment beaucoup. Je suis désolé pour les auditeurs dont j'ai pas pu sélectionner les questions. Je crois que j'en ai eu plus d'une cinquantaine, donc il y a vraiment un intérêt pour cette thématique, pour la thématique qu'on avait aujourd'hui. C'est cool. Une question qui revenait, c'était, et peut-être qu'on peut rediscuter un peu de ça, qu'est-ce que je peux faire chez moi? Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui disaient, ouais, mais je vais pas à la salle. Et ok, pas de souci. Mais il y a JB qui a dit ni. Donc si c'est ni lourd, ni très rapide, ni très endurant, ça sert à rien. Donc en gros, faire 10 fentes chez toi tranquillement, ça apporte pas grand-chose. Qu'est-ce que toi, tu penses qu'un athlète peut faire chez lui avec pas beaucoup de matos ou du matos, on va dire, abordable? Genre un kettlebell ou un dumbbell, des élastiques. Ouais. En fait, ce qu'il faut essayer de faire le plus possible, c'est de tirer profit, ou même une sangle d'ailleurs, des sangles, ça peut être intéressant, tirer profit du poids du corps. Le poids du corps, en fait, quand on le met quand on fait des exercices unilatéraux, donc sur une jambe, déjà, la force liée au poids du corps, elle est répartie que sur une jambe. Donc déjà, vous allez potentiellement vous rapprocher de contraintes de force max. Premier levier. Deuxième levier, c'est l'amplitude de mouvement. Typiquement, sur un squat, quand vous faites un quart de squat, je ne vais pas faire un cours de bioméca, mais en gros, la force, elle est très proche des articulations, ce qui fait que c'est finalement son impact sur les muscles qui croisent ces articulations est assez faible. Et en fait, plus vous descendez dans le squat, et plus vous éloignez les articulations de cette direction, et donc plus ça va être dur pour les muscles qui croisent ces articulations. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous voulez faire du renfort, vous essayez de travailler la force max à la maison, sans trop de matériel. Il faut plutôt se mettre sur une jambe, travailler en amplitude complète, et si possible, essayer de se charger un petit peu avec des kettlebells, des dumbbells. Et du coup, ça va normalement limiter votre capacité à faire un grand nombre de répétitions. Donc, par exemple, si je veux faire, au lieu de faire des fentes, vous faites des Bulgarian split squat. Le fait de faire des fentes, en fait, vous allez quand même répartir les forces quasiment à 60-40. 60 sur la jambe avant, 40 sur la jambe arrière. Quand vous faites des Bulgarian split squat, vous mettez 90% de la charge sur la jambe avant. Donc ça, vous allez prendre un dumbbell ou un kettlebell d'une main, en général plutôt la main contralatérale à la jambe qui est devant, et vous allez chercher à travailler en amplitude complète. Ça peut finalement représenter une charge qui est proche de la force max pour certains sportifs en endurance. Idem sur des pistol squats, donc des squats à une jambe, descendre tout en bas. C'est un peu technique, donc ce que vous pouvez faire, c'est mettre, par exemple, vous mettez debout sur une chaise, debout sur un banc, et vous allez essayer de descendre avec la jambe, une jambe qui est dans le vide et une jambe qui est sur le banc. Et vous allez voir que ça va réduire les contraintes en termes de mobilité de cheville. Donc en gros, ce qu'il faut essayer de faire, je pense, à la maison, quand on n'a pas trop de moyens, c'est d'essayer de trouver des petites adaptations pour augmenter vraiment l'effet du poids du corps sur les muscles qui sont engagés.
Je te propose, si c'est OK pour toi, une deuxième question de cette rubrique. On en a parlé en fait de à quoi ça ressemble des exos de Force Max. Est-ce que tu pourrais nous donner, il y avait une question, à quoi ça ressemble une séance de plio qui peut être intéressante en termes de, par exemple, nombre de répétitions et exercices. Pas forcément de rentrer dans des choses super techniques, hein, mais une séance basique. Ouais, une séance basique, vous pouvez vous dire que vous pouvez viser à peu près 50 sauts, donc en termes de volume. 50 sauts au total dans la séance. C'est des volumes, il y a des travaux qui montrent que c'est des volumes qui peuvent avoir tout autant d'adaptation que des volumes plus grands. Donc 50, c'est c'est la bonne dose minimale. Donc 50, ça peut être intéressant. Maintenant, il y a un truc qui est important, c'est que quand je fais de la plio, j'ai pas d'intérêt à aller à l'échec. On va dire, je suis pas d'intérêt finalement à ne plus être capable de sauter très haut, vers l'avant ou vers le haut. Donc ça veut dire que je vais pas me faire mes 50 reps sans m'arrêter. Donc je vais découper pour avoir des séries qui vont être plutôt qualitatives. Donc ça veut dire que ça va représenter par exemple 5 x 10 ou 6 x 8 si vous voulez, mais plutôt augmenter le nombre de séries que le nombre de reps dans la série. Et après, ça peut avoir, je pense que vous pouvez vous dire, je vais faire de la plio plutôt verticale. Donc par exemple, ça veut dire que je suis sur une box, sur une chaise, sur un banc, qui peut faire 30 à 40 cm de haut, et je descends soit sur 2 jambes et je cherche à sauter le plus haut possible, soit je descends, donc niveau supérieur, soit je descends réception sur une jambe et je cherche à sauter le plus haut possible vers le haut. Je remonte sur mon banc et je fais ça, par exemple, 10 fois. Vous allez voir, c'est quand même intense. Surtout si je fais en unilatéral, donc réception sur une jambe, et ça veut dire que je vais monter 20 fois sur le banc. Dès que je fais de l'unilatéral, ça rajoute du temps. Donc ça, et puis après, je peux mettre un deuxième exercice plutôt orienté vers de la pliométrie horizontale. Donc là, pour le coup, je vais chercher. Ça peut être soit pareil, je fais un drop jump et ensuite réception. Une fois que je fais ma réception, je saute vers l'avant, le plus loin possible. Et puis, ça peut être des choses hybrides. Donc, ça veut dire que réception, saut vertical, et sur ma deuxième réception, je fais un saut vers l'avant. Donc, comme ça, j'ai du vertical et j'ai de l'horizontal. Donc, en fait, c'est vraiment varié, et n'hésitez pas à aller sur Internet. Il y a quand même pas mal de ressources pour avoir des exos. Il faut juste se dire quels sont les exos qui peuvent être utiles pour mon activité en fonction des dénivelés que j'ai l'habitude de pratiquer, donc des angles sur lesquels je dois travailler. Est-ce que je veux plutôt travailler sur la descente, plutôt sur, je pense que c'est plutôt sur la descente que sur la montée, mais ouais, ça ressemble à peu près à ça si je reste assez général. Ouais, je t'avoue que tu as déjà donné des clés super cool et très facilement transférables en salle. Moi, je suis juste très déçu d'avoir entendu que leg extension n'était pas si utile que ça, parce que j'avais cru voir qu'il fallait varier les exercices à contrainte contractile et à contrainte d'extension. Tu vois, le squat, ça étire le muscle à fond, alors que le quadri, ça le... Mais du coup, je l'avais intégré, mais très bien, c'est noté que c'est pas une très bonne idée. Si tu veux travailler sur en local, prévention de la fatigue, du quadri, en endurance de force sous max, en analytique, pourquoi pas, ou si tu veux te rajouter du volume d'entraînement, mais je pense qu'en première intention, c'est pas l'exo vers lequel il faut aller. Ok, trop bien. Lilian, je te propose qu'on arrête ici pour la partie tout public. Je vais te garder encore quelques instants pour la partie réservée aux abonnés Patreon. Il y a deux, trois choses que j'aimerais aborder. La muscu du haut du corps pour ceux qui font des bâtons, l'hypertrophie, est-ce qu'il faut l'oublier ou pas? On va voir ça ensemble dans la partie Patreon, mais déjà pour tout le monde, on arrête là. Est-ce que déjà, si les gens, les auditeurs, ils veulent suivre un petit peu ce que tu fais, ce que tu publies, est-ce qu'on peut te retrouver quelque part? Oui, depuis peu de temps, j'ai une page Insta professiessionnelle, donc La Courbe by Lilian PhD. J'essaye de diffuser le plus possible du contenu. J'arrive pas toujours à dégager du temps, mais j'essaye en général de partager. Donc c'est là que vous pourrez me retrouver. Ouais. Ok, je mettrai le lien en description. Merci beaucoup pour tout ce que tu as apporté comme info aux auditeurs, c'est très précieux. Merci. Voilà, c'est tout pour cet épisode sur la musculation en trail. Tout d'abord, je remercie For Endurance, mon partenaire nutrition, qui soutient également la saison 2 du podcast Courir Mieux. For Endurance, c'est un ensemble de produits énergétiques de qualité que j'utilise personnellement et dont plusieurs gammes sont composées en respectant les recommandations de la science. Et en février, je vous invite à découvrir l'assortiment de barres que For Endurance propose, avec une réduction, et qui comprend entre autres celle-ci, la Recovery Bar, qui contient des glucides et des protéines,
indispensable au quotidien pour entretenir et réparer vos muscles. Je remercie également les autres partenaires de la saison 2 du podcast Courir Mieux qui rend ces épisodes possibles, à savoir Gollum, Suunto et Wise. Si jamais ce n'est pas le cas, je vous invite à rejoindre l'Instagram de Courir Mieux pour être tenu des coulisses et des nouveautés, mais également pouvoir participer par exemple à la rubrique Gollum met la lumière sur. Vous pouvez également faire un tour sur le site internet de Courir Mieux, courir-mieux.fr. Et pour celles et ceux qui voudraient aller encore plus loin, je vous invite à rejoindre le Patreon de Courir Mieux, où vous retrouverez un seul et unique abonnement qui vous donne accès à tous les contenus exclusifs. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode, et n'oubliez pas que selon Edward Deming, sans donner à l'appui, nous ne sommes qu'une personne de plus avec une opinion.